Le gros podcast, la bande-son de WhatsApp Doc. Vous souvenez-vous lorsque la mort s'est présentée à vous pour la première fois, jeune médecin ? Eh bien, c'est le sujet du gros dossier du WhatsApp Doc 45. C'est aussi le sujet de ce gros podcast, le premier du genre. Pour ce premier épisode du gros podcast, nous sommes allés à la rencontre d'Idriss, actuellement interne en anesthésie-réanimation. Idriss a d'abord été, dans une première vie, pharmacien. Puis il a repris ses études en médecine pour justement privilégier le contact humain avec les patients. Et il n'a pas été déçu. Première garde, première mort, en gros. Donc je m'en souviens très bien. C'était une dame d'une 60aine d'années. Et là, donc j'étais dans le service en réanimation. Et c'était pas la patiente dont on attend entre guillemets la mort assez rapidement. C'était pas une limitation. C'était une dame qui venait d'arriver, qu'on venait d'admettre et qui donnait le change. Donc qui répondait, qui était très bien, qui présentait quasiment aucun signe de défaillance. Et donc elle venait en fait simplement pour une douleur abdominale. Et elle inquiétait, elle a été admise en réanimation sur une hypotension. Bon, on l'a admise, je pense au début, j'avais pensé un petit peu par excès. Et le souci, donc ça c'est un petit peu compliqué parce que les douleurs abdos se sont aggravées avec l'apparition d'une plaque rouge au niveau abdominal. Donc on l'a envoyé au scanner et sur le scanner on a constaté, on a beaucoup quand même tourné sur le sujet. La patiente s'inquiétait mais bon, elle était parfaitement consciente de ce qui se passait et on a vu tout simplement des petites bulles dans le tissu graisseux. Et les radiologues, mon chef réanimateur et les chirurgiens ont conclu à une fasciite nécrosante, donc une infection du tissu sous-cutané. Et on a décidé de la prendre au bloc opératoire. À ce moment précis, Idriss ne sait pas encore que cette vieille dame sympathique, il ne la reverra plus jamais, en tous les cas, pas vivante. Donc c'était ma première garde, et puis bon, j'essaie de lui expliquer à la dame pour ce qu'on va faire. J'avais pas vraiment de notion de ce qu'on allait lui faire au bloc, simplement qu'on allait faire un gros parage des tissus qui nécrosaient, et qu'on allait la retrouver tout de suite après. J'ai pas été pessimiste ni optimiste, mais bon, voilà, je lui ai expliqué qu'on se retrouve tout de suite après au bloc, et je l'ai rassurée. Et donc elle est partie au bloc comme ça, une heure après notre entre guillemets rencontre. Et la chirurgie a duré peut-être 2 ou 3 heures. Elle remonte donc au début de la nuit, il était peut-être il était 1h ou 2h du matin, mon chef était en train de dormir. Elle remonte au bloc, donc là je fais une admission post-opératoire classique, je prévois de la réveiller assez rapidement. Et en fait, un quart d'heure plus tard, elle se met en défaillance multiviscérale, avec un choc, probablement septique, difficile à dire. Et dans les 10 minutes qui suivent, elle se met en arrêt cardiaque. Et là, comme beaucoup de jeunes médecins en formation, Idriss se rend compte qu'il est seul face à la mort, sans préparation, sans aide. Donc moi, ça m'a marqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était ma première garde. J'étais jeune interne. J'avais pas les connaissances, il n'y avait pas les réflexes, il y avait toute l'équipe infirmière et infirmiers qui me demandaient Idriss, que faire ? Et ça, c'était un petit peu compliqué à gérer parce que bon, t'as pas les réflexes adrénaline, bicard, donc t'as pas les réflexes que t'acquiers après rapidement en réanimation. Donc ça, c'est le premier élément. Le stress. Le deuxième élément, c'est que mon chef a mis du temps quand même avant de débarquer, donc stress supplémentaire. Et c'est que le décès est survenu quand même assez rapidement. J'ai dû moi-même prononcer, entre guillemets, le décès de la patiente. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était une patiente avec qui j'avais discuté quelques heures auparavant et que j'ai rassurée. C'est surtout le discours que j'avais eu avec la patiente à son admission. J'avais suspecté à aucun moment la gravité de la situation. C'était pas une opération anodine. Mais à aucun moment, je me suis dit, c'est une situation très grave. Donc la mort était d'autant plus
brutal. La seule aide que recevra Idriss viendra des paramédicaux. Heureusement, ce qui m'a aidé, c'est l'équipe infirmière, donc qui a vu quand même que j'étais un petit peu perdu et chamboulé. Donc les infirmiers autour de moi l'ont ressenti, donc ils ont quand même été présents. Mais il n'y a eu strictement aucun débriefing. Je suis allé dormir, me coucher après. J'ai pas dormi de la nuit, naturellement, parce que j'ai pas arrêté d'y repenser. Mais non, aucun débriefing. Je vois encore très bien même après, quelques années après, je vois très bien son visage, je revois très bien la situation. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était il y a 2 ans, donc je m'en souviens très clairement. Avec le temps, les détails sur lesquels on s'arrête tout de suite après s'atténuent. Je suis certain que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, c'est pas vraiment de la culpabilité, c'est un mot un peu fort pour décrire ça. Mais en tout cas, je pense que j'aurais pu faire mieux. Ça, c'est certain. Le gros podcast, la bande-son de WhatsApp Doc. Pour ce 2e épisode du gros podcast, c'est Jean-Victor qui s'est confié à nous. Jean-Victor est psychiatre, et s'il a choisi cette spécialité, c'est aussi parce qu'il met beaucoup d'affect dans sa relation avec ses patients. Il l'a appris à ses dépens lors de son premier contact avec la mort. Donc mon premier mort, c'était pendant mon externat. J'étais externe dans un service de cancérologie où on est très rapidement et très fréquemment confronté à la mort. C'était la première fois que la mort était quasiment attendue, était parfois prévue, était prévisible, faisait vraiment partie de la prise en charge des patients. Et donc là, en oncologie, pour le coup, dès le début, il y avait cette... un peu cette valse de patients où les sorties, pour un certain nombre, notamment ceux qui étaient en soins palliatifs, c'était des décès. Et je me rappelle notamment d'un patient d'origine portugaise qui avait un cancer assez évolué et en l'occurrence il venait d'être réadmis pour les soins palliatifs. Clairement il allait décéder et je me rappelle du coup d'avoir été très mal à l'aise pendant l'entretien d'admission, de me dire que voilà, ce patient venait là quasiment pour mourir. C'est quand même c'était très particulier, très dur pour le coup. Je me rappelle aussi beaucoup des réactions des médecins qui eux étaient confrontés à ça en permanence et qui du coup avaient quand même beaucoup de second degré vis-à-vis de ça, faisaient même des blagues. Je me rappelle par rapport à ce patient portugais, de la blague, ça m'a marqué, la blague qu'avait fait le médecin qui la suivait quand il est arrivé et qu'on savait que ça allait être pour des soins palliatifs. Elle avait dit je sens que ma sauce de Porto va bientôt se tarir. C'était pas malveillant pour le coup, mais c'est vrai que j'ai découvert, je me suis dit que forcément c'était peut-être un mécanisme d'adaptation, tellement pour eux ça faisait partie de la prise en charge de voir leurs patients décédés, donc je sais que ça m'avait marqué. Le premier mort reste pour beaucoup de médecins une expérience traumatisante. Heureusement qu'on peut en parler à ses co-externes, ses profs, ses chefs, ou pas. La mort est finalement encore un peu un tabou chez les médecins, et Jean-Victor s'est retrouvé un peu seul. Dans ce stage-là, j'étais assez isolé, j'avais pas eu beaucoup de contact avec les co-externes parce qu'on... il y a une espèce d'alternance, donc on était à chaque fois par binôme, mais du coup, il y avait moins cet esprit de promo qu'il peut y avoir parfois. Je me rappelle en avoir parlé à mes amis, et en dehors, en leur disant que c'était un stage qui était difficile, et que c'était que j'avais trouvé que c'était une spécialité qui était hyper riche sur le plan médical et scientifique, mais hyper dur, de se dire qu'on est là pour aussi annoncer des décès et pour voir des gens mourir. Je me suis dit que clairement c'était une spécialité qui m'intéressait beaucoup, mais que je pourrais pas faire justement pour ça, parce que c'était trop dur. Je pense que je suis beaucoup dans l'empathie, je m'attache beaucoup à mes patients, et me dire que
avoir ce spectre-là qui plane dès le début, bon, c'est dur, ouais, c'est vraiment dur. Il y a quand même ce côté inéluctable de la mort qui était vraiment très compliqué, donc clairement je me suis dit que je pourrais pas faire ça de mon métier, clairement. Peut-on enseigner aux futurs médecins comment réagir face à la mort ? Pas sûr. Parler aux patients, avertir la famille peut-être, mais pour le reste, il faut juste être un peu préparé, et Jean-Victor ne l'était pas. Il s'est même rendu compte qu'être médecin, ce n'est pas seulement combattre la mort, c'est aussi parfois simplement l'accompagner. Je m'étais pas préparé à ça. Clairement, je m'étais pas. Les seules morts que j'avais vues avant, c'était les morts les personnes décédées pour l'autopsie en 2e année, et donc il y a une telle distance vis-à-vis de ça. On les considère, on nous fait les considérer comme des sujets d'anatomie, donc on ne sait pas qui sont ces personnes, etc. Donc c'est vraiment très différent. C'est très impressionnant et un moment fort aussi, mais qu'on ne voit pas forcément comme des patients, clairement. Et donc non, je m'étais pas, avant le stage d'oncologie, je m'étais pas spécialement penché sur la question, aussi parce que je pense que dans les études de médecine, on nous apprend justement qu'un médecin c'est là pour soigner, et que finalement on n'est pas là pour voir des gens mourir, et qu'au final, même des choses comme les soins palliatifs, on met vachement en avant ce qu'on peut apporter, le soulagement du patient, c'est des mots qui reviennent beaucoup, et pas forcément le fait qu'en fait on accompagne les gens vers la mort, et que ça doit pas être que technique. Ça me fait penser à un film pour le coup, à Barberousse, le film du Kurosawa, où on voit justement qui est un film sur l'art d'être médecin, et dans le Japon des années 50 où il y a des moyens techniques assez réduits, et justement on comprend qu'accompagner un patient c'est l'accompagner aussi jusqu'à son décès, et être là, lui tenir la main, et que finalement c'est ça un soin aussi. Enfin, ça, je pense que ce film-là a pas mal résonné à moi des années après quand je l'ai vu, mais je trouve que ce côté-là on devrait peut-être plus l'accentuer dans notre formation. Le gros podcast, la bande-son de WhatsApp Doc. Pour ce 3e épisode du gros podcast, nous sommes allés à la rencontre du jeune gastro-entérologue Henri Duboc. Romancier à ses heures perdues, c'est également un excellent conteur, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer le souvenir de son premier mort. Alors moi, mon premier souvenir de mort, parce que j'en ai vu quand j'étais étudiant, ça me choquait pas plus que ça, c'était une circonstance absolument terrible. Je suis de garde en cardio avec un interne que personne ne pouvait blairer en fait. J'étais étudiant, c'était vraiment un sale type, cynique, pas sympa, bon bref. Et donc arrive un infarctus du ventricule droit, arrêt cardiaque, c'est une mamie de 95 ans, on la masse, on pète toutes les côtes, parce que bon, voilà, à cet âge-là, c'est impossible de ne pas péter les côtes. Et puis, elle repart, mais elle repart en mode, j'ai presque pas de tension, quoi. Elle doit avoir 6 de tension. Donc, stricto sensu, elle n'était pas tout à fait morte. Et il se trouve que cette dame a une sœur jumelle, avec qui elle vit, depuis qu'elle est toute petite. Donc, ça fait plus de 90 années de vie commune, et ça attend en salle d'attente. Et l'interne me dit, bon, bah, tu vas annoncer à sa sœur qu'elle est morte. Je fais, pardon ? Moi, j'avais jamais ça. C'est pas dans mes fonctions, c'était pas mon travail. Oui, c'est bon, tu lui dis. Mais elle est pas morte. Mais on s'en fout, de toute façon, tu verras, elle sera morte. De toute façon, dans 20 minutes, c'est réglé, ça va pas tenir longtemps. Donc là, je suis à deux doigts de me décomposer. Il y a la mamie en salle d'attente. Il y a rien qui se passe. Et l'autre se barre, se coucher. Ok. Je me souviens toute ma vie du nom de ce mec. Pourtant, Dieu sait qu'il était insignifiant. Et je vais voir la sœur. Elle me voit, elle comprend tout de suite, elle fond en larmes. Elle demande à voir sa sœur, et moi je suis comme un con. Au lieu de dire, ah bah non, un peu plus tard, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais fait ça. Non, un peu plus tard, machin, je dis, bah venez. Et donc elle arrive sur ce qu'elle pense être le cadavre de sa sœur, qui en fait est encore vivante, quoi. Et elle fait un câlin à sa sœur, qui a encore 6 de tension, et qui est évidemment pas là et comateuse. Et moi je suis là comme un con en me disant, mon Dieu, si elle voit qu'elle respire, et si elle voit qu'elle a toujours de la tension, mais pour quel monstre on va apparaître ? Ça change rien, la mamie en question, elle est effectivement morte, à peine une demi-heure plus tard, mais sur le fond comme dans la forme, ça m'a profondément bouleversé et traumatisé en me montrant qu'une profession qui est censée être
très attaché à l'humanité, pouvait se comporter comme d'infâmes salopards. Un, vis-à-vis de la malade en elle-même. On ne dit pas que quelqu'un est mort quand il n'est pas mort, première chose. Et deuxième chose, vis-à-vis de la famille et puis vis-à-vis de moi. J'étais juste étudiant. Voilà, c'était il y a 20 ans. Je pense et j'espère que ces choses ont complètement, ou en tout cas sont amenées à complètement disparaître. Quels enseignements Henri Duboc a-t-il tiré de ce premier mort ? Si cet événement a laissé place à un sentiment d'amertume, il est aussi à l'origine d'une prise de conscience. J'ai compris ce que c'était que la responsabilité, même si elle m'a été imposée, que la demande n'était pas adaptée. Je me suis vu dans le moment où il fallait que je fasse un truc que j'aurais pas dû et que j'avais pas envie de faire. Ça m'a familiarisé avec le fait qu'il y aurait des choses difficiles et que ces choses ne seraient pas forcément naturelles. C'est difficile de voir un gamin mourir d'un cancer du pancréas à 30 ans. C'est presque pas naturel, mais c'est pas de chance. Là, on m'avait mis dans des situations dans lesquelles j'aurais jamais dû me retrouver. Quelques années plus tard, Henri Duboc a trouvé des mécanismes de défense pour affronter la mort et intégrer le fait qu'il était aussi normal de mourir. Avant, vous étiez gamin, vous perdiez rapidement vos parents, quoi. Voilà, à 40 piges, c'était au revoir, c'était ça l'espérance de vie, et encore, c'était pas mal. Et puis après, il est devenu normal de perdre ses grands-parents. Là, j'ai des malades, j'ai des familles, les gens ont 50 piges, et ils perdent leurs grands-parents, ou ils perdent un proche pour la première fois à 50 ans. Ici, c'est complètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas naturel, c'est bizarre, ça leur semble étrange, alors que c'est l'ordre des choses. Et on a des gens totalement déboussolés et incapables de réagir correctement, avec des réactions des fois violentes, des fois complètement disproportionnées, où c'est de votre faute, vous êtes un salaud, machin, etc. Hier, il faisait du vélo, oui, d'accord, mais il a 98 ans, alors il fait du vélo, il tombe une fois, au revoir, il se relève plus, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a oublié la caducité de l'existence. Et il y a un delta très curieux entre le fait que ce soit, c'est pas notre quotidien, on voit pas des morts tous les jours, faut arrêter, mais on voit de la souffrance, mais pas des morts tous les jours. Mais c'est un processus qui souvent arrive de façon encadrée et normale, surtout dans un pays comme le nôtre qui a de tels moyens médicaux, même si des fois ça peut être brutal et surprenant. Et donc moi, je vois souvent ça sous l'angle du malheur, c'est jamais drôle, mais d'une certaine normalité et d'un cours naturel des choses. Et il y en a pour qui c'est un truc complètement dingue. J'ai pas dit que c'était pas horrible, j'ai pas dit qu'on n'était pas malheureux, et qu'on avait un deuil à faire, etc. Mais quelquefois, les gens ont perdu la mesure de ce que c'est et veulent absolument voir un coupable, même quand les choses sont au-delà de toute ressource thérapeutique, y compris à des âges extrêmement avancés. Mais voilà, mourir c'est normal, mourir c'est triste, mourir c'est ainsi. Ça veut pas dire qu'on se bat pas pour les gens âgés, pas du tout. Je suis dans un service où les choses sont tenues, on fait attention, on encadre les gens, on encadre les internes. Et donc, il y a une règle, on ne sort pas de l'hôpital, quitte à ce que ce soit nous, les chefs, les plus âgés qui restions plus tard, si les choses ne sont pas cadrées, et si on n'a pas donné à l'instant T, au moment de partir, toutes les chances aux malades, et que tout ait été fait de façon correcte. Après, il y a l'évolution naturelle des choses. Et c'est justement le sentiment d'avoir donné toutes ces chances aux malades qui empêche Henri Duboc de culpabiliser. Je fais en sorte de ne jamais être en mesure de dire on aurait dû faire comme ça, ou en tout cas on n'a pas fait assez. Et à partir de ce moment-là, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit, si la nature reprend ses droits. Le gros podcast, la bande-son de WhatsApp Doc. 5e épisode, 5e témoignage, Guillaume est psychiatre. Son premier mort, c'était pendant son externat, et ça n'était pas une mort banale. J'étais en deuxième stage d'externat en cardiologie. On avait admis un jeune patient qui devait avoir une trentaine d'années, qui était footballeur, qui était originaire d'un pays africain, et qui avait été admis en urgence pour une fièvre avec suspicion d'endocardite. Et donc voilà, j'étais avec un collègue externe, on avait pas mal discuté avec lui. La fièvre était très forte, et puis à un moment donné, il est parti en crise d'épilepsie, je crois. Il était en souffrance assez forte. Et donc, branle-bas de combat, on a prévenu l'équipe, le senior, les infirmières. A priori, je crois qu'il était aussi en train de faire des troubles du rythme. Enfin, c'était quelque chose d'assez sévère. Et en fait, depuis, suite à ça, il n'a pas du tout repris connaissance. On a essayé
de le faire revenir de plein de façons, avec le chef de clinique, je me rappelle, qui était très très anxieux, très, très fébrile. Du coup, on assistait à ça un peu impuissant, et puis aussi assez inquiet, parce que malgré tout, voilà, on s'était attaché à ce patient qui avait raconté un petit peu son parcours, même si on n'avait pas parlé longtemps avec lui. Et à un moment donné, il a, je crois, fait un arrêt. Un premier arrêt, il a été réanimé, puis un deuxième, réanimé facilement, puis un deuxième arrêt où là c'était plus compliqué. Et je me souviens, c'était aussi notre premier, avec mon collègue externe, notre premier massage cardiaque. C'était un peu la totale, quoi. On a fait venir une équipe de réa qui finalement a dit que c'était pas la peine de le réanimer. Donc en fait, il est décédé, on va dire, dans l'heure qui a suivi. Ça m'a semblé extrêmement long. Un peu dans un état second. Même si Guillaume n'était qu'externe, le patient était un peu son patient, et il a fallu gérer sa perte. En plus, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le Seigneur a eu une requête un petit peu particulière. Je me souviens des discussions avec l'équipe de réa qui disaient qu'il fallait pas que ça servait à rien de le réanimer. On avait essayé de plaider sa cause en tant qu'externe, c'était un peu ridicule, mais en même temps, voilà, on était un petit peu, on était pas mal dégoûtés par la situation. Mais alors, ce dont je me souviens le plus, c'est donc ça nous amène au début de la nuit, voire au milieu de la nuit. Et en fait, il avait de la famille dans le coin qui devait passer. Donc, on avait contacté la famille. C'était pas nous, c'était pas des externes, mais l'équipe avait contacté la famille. Mais le Seigneur nous a demandé, à moi et à mon collègue, d'accueillir la famille. Nous, un petit peu interdits, un petit peu perdus. On ne savait pas du tout comment gérer cette situation. Bien évidemment, alors je pense que notre senior, le chef de clinique, était vraiment mal, parce qu'il avait vraiment... on sentait qu'il avait aussi été très stressé par la situation. Mais du coup, voilà, on s'est retrouvés avec ce senior qui est allé se coucher, nous pratiquement seuls dans une unité déserte, comme ça se passe souvent la nuit quand tout est calme. Et donc on voyait la famille africaine débarquer, venir rendre une sorte de dernier hommage. Alors il y en avait qui étaient au courant, d'autres qui l'étaient pas. C'était très curieux, et puis nous, au milieu de tout ça, on nous posait des questions. On a répondu avec ce qu'on savait, mais on se sentait pas du tout légitime non plus pour le faire. Ça aurait pu être un bizutage, c'était visiblement un petit peu plus un craquage du chef de clinique. Pour les deux externes, ça ressemblait plutôt à un baptême du feu sans aucun filet. Je me souviens que ça a été un moment de grande solitude, où on devait gérer nos sentiments personnels et puis essayer de faire bonne figure, avec cette pression qu'on a quand on est jeune il faut faire les choses correctement, alors qu'il n'y a pas vraiment de recette, je pense. Et le seul point positif, c'est qu'avec mon collègue externe, on l'a vraiment vécu de la même façon. Et du coup, ça nous a extrêmement rapprochés. Et on a eu le sentiment un peu de passer une étape et d'apprendre quelque chose d'humain qu'on pourrait peut-être pas forcément définir, mais qui quand même, moi, m'a aidé personnellement pour la suite, avec cette idée que, si ton seigneur il sait pas faire, ou il te dit pas spécialement comment il faut faire, c'est que quelque part, il faut que tu trouves en toi un peu une façon adéquate de gérer, quoi. Et ça m'a pas mal aidé, voilà, pour la suite. Là où d'autres auraient pu craquer, pour Guillaume, ça a été l'occasion de tirer quelques leçons. Mais entre apprentissage et respect du patient et de sa famille, la ligne de la bonne conduite peut être un peu mince. Appréhender la mort, tout ça, on a eu de la philo en première année, mais ça reste très théorique, quoi. On n'a absolument rien. Maintenant, il y a des modules sur la relation médecin-malade, mais là, c'est quand même... c'est une relation dépassée, on va dire. Donc là, voilà, après, je suis pas sûr, moi, personnellement, que ça s'apprenne, mais je pense quand même que ça s'encadre plus. Et là, c'était pas du tout le cas. Sur le moment, il y avait une sorte de fierté un peu juvénile à se dire on l'a fait, mais après, quand même, se dire, quand même, le respect. Là, on avait l'impression que c'était quelqu'un d'étranger, alors pas au sens national du terme, mais au sens psychique, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on avait accueilli, qu'on connaissait pas une demi-heure avant, qui était pas censé partir comme ça, parce que le tableau était assez classique, visiblement. Ouais, on s'est retrouvé tout seul avec cette famille, un peu comme dans un no man's land, quoi. C'était... ça avait un côté un peu étrange, on va dire. J'arrive pas à savoir si c'est une expérience finalement banale, commune ou extraordinaire. En tout cas, pour moi, elle a été extraordinaire, puisqu'elle s'est pas reproduite. Mais peut-être que c'est arrivé à beaucoup de monde. En tout cas, comme c'est des choses dont on parle pas vraiment... Même entre nous, on en parle un peu comme d'un fait d'armes, mais pas forcément
quelque chose dont on aime parler. Voilà. Et la mort fait partie des situations, à la limite, on pourrait presque dire, qui sont les plus gérables, puisqu'il n'y a plus d'enjeux, en tout cas d'enjeux en termes de santé, mais là, moi, ce que je me suis dit maintenant, ce que je me dis maintenant en y repensant, en parlant, c'est qu'effectivement, c'est ce côté colossal du service qui devait faire que cette mort-là devait être un épiphénomène, avec l'idée peut-être que tout avait été géré, et que finalement, que le Seigneur soit allé se coucher, personne n'était allé vraiment vérifier comment ça s'était passé, puis c'était pas nous qui sommes allés non plus dire oui, au fait, on s'est retrouvé tout seul avec ça, quoi. On l'a gardé pour nous, même si on l'avait un peu mauvaise. Le gros podcast, la bande-son de What's Up Doc. Retrouvez notre gros dossier dans le dernier MacPrint What's Up Doc 45 ainsi que sur notre site internet whatsupdoc-lemag.fr. À très bientôt.